On va voir maintenant les hormones. Les hormones qui sont la partie la plus importante de nos molécules de signalisation. La molécule de signalisation, on l'a définie, on l'a bien définie. Maintenant, on va parler d'un type spécifique ou d'un type précis de ces molécules de signalisation qui sont les hormones et dont on avait dit qu'elles appartiennent à la régulation endocrine. C'est quoi une hormone? Une hormone est une molécule de signalisation. C'est une molécule de signalisation et cette molécule de signalisation est émise par les cellules qui sont dites cellules endocriniennes, cellules endocrines. Elles sont libérées dans la circulation, on l'a dit. Elles sont destinées à une cellule cible éloignée. Cette définition, on l'a vu quand on avait parlé de la régulation endocrine. Pas la peine de s'y attarder. On avance. La cellule cible possède un récepteur spécifique à cette hormone. La cellule cible possède un récepteur spécifique à cette hormone. On l'a bien dit, il y a une complémentarité structurale entre une hormone et son récepteur. Une hormone va se fixer sur son récepteur et en se fixant sur son récepteur, elle va induire la réponse. Elle va induire sa réponse. Très bien. L'interaction entre l'hormone et son récepteur, l'interaction entre une hormone et son récepteur déclenche la réponse au niveau de la cellule cible. Elle va déclencher une réponse au niveau de la cellule cible. Très bien. Cette réponse est contrôlée une fois la cellule a assuré ses besoins, puis arrêt de la réponse. Toutes ces caractéristiques sont importantes. J'ai une molécule de signalisation. Cette molécule de signalisation, je l'ai appelée hormone. Cette hormone, elle va se fixer sur un récepteur cellulaire. Elle va changer le fonctionnement de la cellule. Et la nouvelle information qu'on est en train de nous introduire, c'est que la réponse de l'hormone doit être régulable. La réponse de l'hormone doit être régulable. Je dois pouvoir réguler la réponse de mon hormone. Une fois l'hormone a réalisé sa fonction, une fois la cellule a changé son fonctionnement, je dois pouvoir arrêter la réponse. Donc la réponse hormonale doit être régulable. Je dois pouvoir la réguler. Elle doit pouvoir être régulable. Très bien, on continue. Les caractères communs à toutes les hormones. Donc, puisqu'on nous dit dès maintenant qu'il y a des caractères communs à toutes les hormones, c'est-à-dire que je vais plus tard classer les hormones et établir des différences entre certaines hormones et d'autres. Donc, on va commencer à parler des caractéristiques qui sont communes ou qui regroupent toutes les hormones, qui vont regrouper toutes les hormones. Très bien, quelles sont ces caractéristiques? La première est la concentration très faible. La concentration très faible, mais qui varie quand même d'une hormone à une autre. Les hormones sont des molécules qui agissent à très faible concentration. Elles agissent à très faible concentration, des concentrations qui sont de l'ordre du nanogramme et du microgramme. C'est des concentrations très faibles. C'est pour cela que les dosages hormonaux sont chers. C'est pour cela que les dosages hormonaux coûtent cher. Parce qu'il faut des techniques très spécialisées et très avancées pour pouvoir trouver cette hormone et établir sa concentration. Toutes les hormones sont libérées dans la circulation sanguine. Le fait d'être libéré dans la circulation sanguine entre dans la définition de l'hormone. Une hormone, par définition, est libérée dans la circulation sanguine. Donc, toutes les hormones sont libérées dans la circulation sanguine. Oui, qui a parlé? D'accord? Mode et rythme de sécrétion différentes. Les hormones suivent un mode et un rythme de sécrétion différents. Les hormones, elles doivent agir. Donc, elles sont sécrétées. Elles sont éliminées par la cellule émettrice pour aller dans le sang. Mais cette sécrétion, elle a des caractéristiques. Certaines hormones, elles sont synthétisées et sécrétées en continu. Certaines hormones sont sécrétées en continu. Certaines autres hormones sont éliminées, sont libérées de façon pulsatile. Elles sont libérées d'une façon pulsatile. Supposons que je suis en train d'étudier la concentration d'une hormone. Supposons que je suis en train d'étudier la concentration d'une hormone dans un milieu. Voici la concentration de mon hormone. Je suis en train d'étudier la concentration d'une hormone. Certaines hormones ont un taux qui est stable. Elles sont synthétisées en continu. D'autres hormones, elles ont une sécrétion qui est pulsatile. C'est des pulsions, c'est des pics de sécrétion de cette hormone. Donc, chaque hormone possède ses caractéristiques propres à elle. Très bien. Elles ont des récepteurs spécifiques. Chaque hormone possède un récepteur spécifique. Chaque hormone possède son propre récepteur. La dernière caractéristique, la perte. La sécrétion doit toujours tenir compte de ces pertes pour assurer les activités cellulaires normales. Car l'hormone peut passer par le rein et par le foie. Puisque ces hormones sont transportées dans le sang,
elles doivent, ou elles peuvent passer par le foie et elles peuvent passer par le rein. Le foie est comme la plus grosse usine de mon organisme et le foie possède la capacité de modifier la structure des métabolites. Le foie possède la caractéristique de pouvoir modifier la structure de certaines molécules. Le foie peut prendre une molécule et changer sa structure. Il peut réaliser des glucuronoconjugaisons. Il peut réaliser des phosphorylations. Il peut réaliser des déphosphorylations. Donc il faut savoir que le foie est un organe très vascularisé et la vascularisation du foie permet à des molécules d'entrer dans le foie. Et ces molécules, une fois entrées dans le foie, elles peuvent être modifiées par le foie. Quand elles sont modifiées structurellement par le foie, quand une molécule est modifiée structurellement par le foie, sa structure change. Et quand sa structure change, elle peut perdre son affinité au récepteur. Elle peut ne plus être fixée sur un récepteur. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai une hormone. L'hormone a la capacité de se fixer sur un récepteur. J'ai une hormone. Ça, c'est mon hormone. Ça, c'est mon hormone. Mon hormone a la capacité de se fixer sur un récepteur. Elle a la capacité de se fixer sur un récepteur. Quand elle passe vers le foie va la changer. Le foie va la changer. Quand il la change, elle va changer de structure. Elle va devenir comme ça. Elle va changer de structure. Et quand elle change de structure, le récepteur ne va plus la reconnaître. Le récepteur ne va plus la reconnaître. Donc l'hormone peut passer par le foie. Une fois passé par le foie, le foie va changer sa conformation. Quand le foie change son conformation en la modifiant, elle peut ne plus devenir reconnaissable par le foie. Très bien. Elle peut passer aussi par le rein. Et le rein est l'organe de filtration du sang. Donc il peut éliminer les hormones dans les urines. Il peut éliminer les hormones dans les urines. On appelle ces deux caractéristiques la modification par le foie et l'élimination par les urines, par le rein, je les appelle la perte. Donc une hormone, quand elle est synthétisée, elle est directement perdue. Quand elle est synthétisée, elle est directement perdue. Donc ces pertes, je dois les prendre en considération. Comment je les prends en considération? Je dois synthétiser une quantité qui est assez importante. Les pertes, quand j'élimine une partie reste. Je dois prendre en considération les pertes pour donner une constitution ou une concentration d'hormones qui est assez importante pour réaliser son effet. Par exemple, lors de la fécondation, il y a une synthèse de spermatozoïdes et il y a une synthèse de sperme. D'accord? Les spermatozoïdes, dans la situation normale, il y a combien de spermatozoïdes qui vont féconder l'ovocyte 2 bloqué en métaphase de Schall? Un seul spermatozoïde va féconder. Mais combien j'en synthétise? Des millions. Je dois synthétiser des millions de spermatozoïdes. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes. Il va y avoir des spermatozoïdes qui vont passer par les voies urinaires et les voies génitales masculines. Donc ces spermatozoïdes vont se suicider, c'est des kamikazes. Ils vont se suicider dans l'acidité des urines, ils vont se perdre, d'accord? Ils vont passer dans les voies génitales féminines, dans le vagin où il y a une certaine acidité, où ils vont aussi mourir. Donc il y a une grande quantité de spermatozoïdes qui est perdue. Quand je synthétise mes spermatozoïdes, je suis en train de prendre en considération les pertes pour que ces pertes n'influencent pas la fécondation. Donc il faut synthétiser beaucoup plus qu'il ne faut. D'accord? Parce qu'il y a une partie qui sera perdue. Dans les hormones, elle sera perdue au niveau des reins et au niveau des foies. Donc malgré ces deux pertes, il restera une quantité d'hormones assez importante qui va se fixer sur son récepteur. Très bien. On avance. L'hormone se fixe sur le récepteur. Il va y avoir une interaction entre l'hormone et ce récepteur et cette interaction va induire une réponse cellulaire. C'est clair. Très bien. Ici, on est en train de vous montrer un petit exemple d'effet hormonal. Cet effet hormonal, il est montré comment? Il est montré par le fameux axe entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse. Vous arrivez à voir, ici j'ai l'hypothalamus. Ici j'ai l'hypothalamus et cet hypothalamus il va commencer à me synthétiser des hormones. Ces hormones vont aller au niveau de l'antéhypophyse et on vous montre ici la concentration de ces différentes hormones. Regardez la concentration des hormones qui sont synthétisées par l'hypothalamus. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 15 à 10 puissance moins 12. D'accord? 10 puissance moins 1 million.
D'accord, c'est une concentration très faible. C'est une concentration très faible. C'est une concentration très faible. Très bien. L'anti-hypophyse va aussi synthétiser des hormones et ces hormones vont être dirigées vers les différentes glandes cibles. On va étudier ces glandes une par une, d'accord. L'essentiel de l'information que je veux que vous reteniez, c'est que les hormones sont synthétisées en concentration très faible. C'est que les hormones sont synthétisées en concentration très faible. Très bien. Avançons un peu. La classification des hormones. On va maintenant classifier les hormones. On avait classé les molécules de signalisation. Maintenant, on va classer les hormones. On va reclasser les hormones. D'une façon structurale toujours. Structuralement, les hormones, j'ai plusieurs types. J'ai des hormones qui sont dérivées d'acides aminés. Premièrement, les hormones tirées ou les dérivés d'acides aminés. Les hormones dérivées d'acides aminés. Deuxièmement, j'ai des hormones stéroïdiennes. J'ai des hormones stéroïdiennes. J'ai des hormones stéroïdiennes. Troisièmement, j'ai des hormones protéiques. J'ai des hormones protéiques. J'ai des hormones protéiques. Très bien. Donc, j'ai combien de types d'hormones? J'ai 3 types d'hormones. Quels sont les 3 types d'hormones que j'ai? J'ai des hormones dérivées d'acides aminés, des hormones stéroïdiennes et des hormones protéiques. J'ai des hormones stéroïdiennes. Oui. Les hormones stéroïdiennes, je peux avoir des hormones stéroïdiennes, des hormones dérivées d'acides aminés et des hormones peptidiques. Et des hormones peptidiques ou des hormones protéiques. On va commencer par les dérivés d'acides aminés. C'est un type très important d'hormones. C'est un type très important d'hormones. Allez. La majorité sont tirées de la fameuse tyrosine. De la fameuse tyrosine. Est-ce que vous vous souvenez ceux qui sont venus dans le cours hormones thyroïdiennes? On avait dit que la synthèse des hormones thyroïdiennes passait par la synthèse du gros précurseur qui était une protéine dimérique, homodimérique, qui s'appelait la thyroglobuline. La thyroglobuline était synthétisée par, ou là, était constituée par une succession d'acides aminés. Ces acides aminés avaient en principale partie un acide aminé qui s'appelait tyrosine. La présence d'une tyrosine après une autre tyrosine permettait d'avoir 2 tyrosines qui me permettaient de créer un noyau. Avec le noyau que je pouvais réaliser en conjuguant deux acides aminés tyrosine. L'essentiel, c'est que vous sachiez qu'il y ait une bonne partie d'hormones qui est synthétisée à partir de la tyrosine. La tyrosine, on en a parlé aujourd'hui, on en a parlé. On en a parlé quand on avait parlé des acides aminés aromatiques. Il y en a 3. Phénylalanine, tyrosine et tryptophane. Phénylalanine, tyrosine et tryptophane. Donc la tyrosine fait partie des acides aminés aromatiques. Très bien. La tyrosine est un acide aminé aromatique. Elle va me donner des hormones insolubles dans l'eau. Attention, malgré le fait que les hormones synthétisées à partir de la tyrosine soient synthétisées à partir d'un acide aminé, elles sont insolubles dans l'eau. Elles sont insolubles dans l'eau. Elles sont insolubles dans l'eau. Et donc, pourquoi? Parce qu'elles ont une chaîne où là, très bien, un cycle aromatique qui est insoluble dans l'eau. Elles absorbent dans les UV, ça c'est une caractéristique physique, c'est pas important. Vous savez que tous les acides aminés absorbent dans les UV, d'accord, mais il y a une différence d'absorption. Les acides aminés, tous les acides aminés absorbent à 220 à 240 nanomètres, alors que les acides aminés aromatiques absorbent à 280. Vous vous souvenez, vous avez vu cela dans le cours acides aminés. Très bien. Il y a une différence d'absorption entre les acides aminés aromatiques et les autres acides aminés. Il y a une différence d'absorption. Il y a 3 groupes de ces hormones. Oui. Donc il y a 3 groupes d'hormones qui sont synthétisés à partir de la tyrosine. 3 groupes d'hormones. Les catécholamines, principalement les catécholamines. Les catécholamines, vous les connaissez. Quelles sont les 3 principales catécholamines de mon organisme? L'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Et la dopamine, l'épinéphrine, norépinéphrine et dopamine. Très bien. Les hormones thyroïdiennes, on a vu très bien cela, le cours hormones thyroïdiennes, et l'indolamine. Vous connaissez l'indolamine? Les hormones endolaminiques, ce sont l'indolamine et la sérotonine. L'indolamine et la sérotonine, ils ont une importance, ils agissent au niveau du système nerveux central. Ils ont un effet antidouloureux. La sérotonine, elle a un effet de joie, elle a un effet de plaisir, elle diminue l'agressivité. D'accord? On remarque qui est agressif? Personne? Vous êtes agressif? Eh ben, donc l'agressivité, on a pu expliquer, vous allez vous dire, personne ne va lever ça, mais ben, bravo.
Donc vous vous reconnaissez comme étant agressive. Très bien, d'accord. Donc on a défini que les personnes agressives avaient un taux faible de sérotonine. D'accord? Elles avaient un faible taux de la sérotonine. La sérotonine est impliquée dans la joie et même que la sérotonine est utilisée dans le traitement psychiatrique, dans le traitement de la dépression. C'est des médicaments miracles. On utilise aujourd'hui les inhibiteurs de recapture, les ISRS, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Les médicaments, c'est des psychotropes, ils vont inhiber la recapture de la sérotonine. La concentration de la sérotonine va rester élevée et je vais rester joyeux. D'accord? Donc vous voyez, quand il y a un mauvais traitement d'une personne dépressive, ouais. D'accord? Donc il faut savoir, il faut faire très attention avec la dépression. La dépression est une maladie comme les autres maladies, comme la grippe. Elle est très facilement traitable. Et on peut en guérir sans séquelles. On a comme un épisode, le problème, les sociétés, c'est que les troubles de l'humeur, les troubles du comportement, ils sont tabous parce que la société algérienne est une société un peu malade, d'accord, malheureusement. Donc quand une personne est dépressive, elle se referme sur elle-même parce que tout simplement, parce que elle ne va pas en parler, puisqu'elle ne va pas en parler, elle ne va pas se faire traiter, et quand elle ne se traite pas, elle entre dans un cycle vicieux, Ce cycle vicieux, là la dépression peut avancer, d'accord. Quand elle avance, elle peut devenir très dangereuse. Donc il faut sensibiliser à la dépression, il faut lutter contre la dépression, puisque c'est une maladie comme une autre qu'on peut traiter, qu'on peut très bien guérir. Très bien. Par des médicaments, par des mesures associées. Une personne dépressive, elle doit changer d'air, elle doit prendre le problème dépressif, régler le facteur déclenchant, elle doit changer d'air, elle doit pratiquer du sport, elle doit bien dormir, elle doit sortir avec ses amis, elle doit lire des livres, elle doit retrouver son importance dans la société, elle doit se montrer elle-même qu'elle est importante, que l'existence ne sera plus la même sans elle, que si elle est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer dans cette existence, etc. Ça dépend de la thérapie. L'endolamine aussi, il a le même effet, il a des structures, il a des fonctions proches de la sérotonine, il peut même se fixer sur les récepteurs de la sérotonine. Est-ce qu'on est d'accord pour l'endolamine et la sérotonine? Un petit mot. L'endolamine, pourquoi il s'appelle endolamine? Il a un effet antidouleur. Mais endolamine. Endolamine, ça vient du préfixe indigo. Ça vient de la couleur indigo. Très bien. Donc, quelles sont les hormones synthétisées à partir des catécholamines, à partir de la tyrosine? Les catécholamines, les hormones thyroïdiennes et les endolamines. Les catécholamines, les hormones thyroïdiennes et les endolamines. Très bien. Les hormones stéroïdiennes, on ne va pas en parler. En détail, le cours de biochimie des hormones stéroïdiennes. Les hormones stéroïdiennes, ce sont des hormones lipophiles. Elles sont synthétisées par des cellules spécifiques. Les cellules spécifiques, comment je les appelle? Je les appelle les cellules stéroïdogènes. Elles sont synthétisées à partir du même précurseur. Le précurseur, je l'appelle le noyau stérane. Le noyau cyclopentano-péridrophénantrène. Ce cycle de cyclopentano-péridrophénantrène, il est synthétisé à partir du cholestérol. La répartition des enzymes responsables de la stéroïdogénèse est différente d'une cellule à une autre. Et c'est la différence des enzymes entre une cellule stéroïdogène et une autre cellule stéroïdogène qui va faire en sorte qu'il y ait une différence des hormones. C'est ce qu'on appelle le principe de filiation. Le principe de filiation est le principe selon lequel je peux avoir plusieurs cellules qui peuvent synthétiser des hormones stéroïdiennes différentes. Et à partir duquel je peux relier structurellement les différentes hormones stéroïdiennes. Vous vous souvenez de l'histoire? Une femme qui s'appelle cholestérol, she is pregnant and her pregnancy is progressive, donc progressive, elle doit aller voir un médecin. J'ai oublié.
L'essentiel. Donc, il y a un principe de filiation à partir duquel je peux vous dire que toutes les hormones stéroïdiennes sont reliées structurellement, mais les enzymes qui sont responsables de leur synthèse sont différentes et leur localisation est différente. C'est ce qui me permet d'avoir des enzymes. C'est ce qui me permet d'avoir des enzymes différentes sur des cellules différentes et d'avoir des hormones stéroïdiennes différentes synthétisées par des cellules différentes. Les hormones stéroïdiennes, ce n'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui. On avance. Chacune de ces hormones, je suis en train de parler de toutes les hormones, est synthétisée par une cellule particulière. On est en train toujours de parler des hormones stéroïdiennes. Il est en train de nous parler du principe de filiation. On vient d'en parler. On a dit la filiation, c'est la capacité de synthétiser plusieurs types d'hormones à partir d'un même précurseur en changeant les enzymes d'une cellule à une autre. Très bien, on avance. Troisièmement, les hormones protéiques. C'est un groupe hétérogène. Je m'appelle hétérogène, mais c'est un groupe constitué d'éléments différents. Un groupe différent d'hormones solubles. Qui sont des hormones peptidiques, polypeptidiques, des protéines de structures différentes. Donc ça peut être un polypeptide, d'accord? Ça peut être une protéine. Elle peut avoir une seule sous-unité. Elle peut avoir plusieurs sous-unités, d'accord? Il peut avoir plusieurs sous-unités. L'essentiel, c'est une molécule qui est protéique, qui est synthétisée à partir d'acides aminés. Hormones synthétisées dans la cellule endocrine par l'intervention du flux génétique. C'est quoi le flux génétique? Le flux génétique. Le flux génétique, comment on appelle le flux génétique en arabe? L'expression génétique, on appelle comment? Ta'bir, excellent, je trouve ta'bir. Bravo. Les deux, bravo. Comme chez moi. Ta'bir al-muwarrithi. L'expression génétique. C'est quoi l'expression génétique? Allez, on se concentre très rapidement. Allez, top chrono, c'est l'ensemble des phénomènes qui me permettent de transformer une information génétique en une information protéique. L'information génétique est stockée au niveau du noyau par une succession d'acides nucléiques. Les acides nucléiques sont contenus au niveau de l'ADN. Ils vont me représenter un gène. Il y a des parties de l'ADN qui sont organisées, qui s'appellent un gène. Un gène est organisé sous forme d'une succession de nucléotides. Les nucléotides de l'ADN sont constitués à partir de bases azotées spécifiques qui sont le A, le C, le G et le T. Il y aura une enzyme spécifique qui s'appelle l'ARN polymérase. L'ARN polymérase 2. L'ARN polymérase 2 va venir, elle va entrer à l'intérieur du noyau, elle va commencer à réaliser ce que j'appelle la transcription. La transcription est le fait et la capacité de l'ARN polymérase de reconnaître une région de l'ADN qui s'appelle le promoteur. Le promoteur, elle se fixe sur le promoteur. Le promoteur n'est pas une région transcrite. L'ARN polymérase, par sa unité bêta, va commencer à défixer les deux chaînes d'ADN entre elles. Il va lire la succession des nucléotides au niveau de la chaîne transcrite et il va transformer cette succession de nucléotides en une succession de nucléotides d'ARNM qu'il est en train de former. L'ARNM est aussi formé à partir de nucléotides. Les nucléotides de l'ARNM sont différentes des nucléotides de l'ADN puisque l'ARNM est constitué de nucléotides qui sont le C, oui, le A, oui, le G, oui, mais le U. J'ai l'uracile à la place de la thymine. Le uracile remplace la thymine. L'ARN polymérase continue la lecture des nucléotides et il associe les nucléotides de l'ARNM pour le former jusqu'il y ait une élongation progressive de mon ARNM, de ma chaîne d'ARNM, jusqu'à ce que je puisse arriver à un point qu'ils appellent le point de terminaison. On va arriver au niveau du point de terminaison, il y aura libération de l'ARNM. Je l'appelle pré-ARNM ou la ARN pré-messager qui reste à l'intérieur du noyau. Il va y avoir libération de l'ARN polymérase et j'ai terminé la transcription. L'ARN polymérase peut retrouver le site initiateur pour recommencer un autre cycle. Le plus important est que maintenant j'ai un ARN pré-messager. L'ARN pré-messager va subir ce que j'appelle une maturation pour devenir ARN messager. La maturation comporte trois phénomènes. Le premier phénomène est
l'épistage alternatif au bout duquel je transforme mon ARN pré-messager en deux parties, des introns et des exons. Je prends les introns, je les supprime et je laisse les exons. Et je commence à les lier les unes avec les autres. Je peux les lier d'une façon différente. Je peux lier 1 avec 2, puis 3, puis 4, mais je peux lier 4, puis 3, puis 2, puis 1, de sorte à avoir plusieurs types d'ARNM. Ces différents types d'ARNM vont me constituer de différentes protéines qui se ressemblent. Il y a deux autres phénomènes au niveau de la maturation. Le premier est le capping. Et le capping, c'est le fait de donner un chapeau à mon ARNM. Et le deuxième est la polyadénylation. C'est la polyadénylation où je lie plusieurs nucléotides adénosines à mon ARNM. L'ARNM devient mature, il va sortir du noyau pour se retrouver où? Au niveau du cytoplasme, où il va être lu par le ribosome. Le ribosome est aussi constitué de deux sous-unités. Ces sous-unités comprennent des sites de fixation de l'ARNM. L'ARNM va être fixé au niveau du ribosome. Le ribosome va prendre des acides aminés qui lui sont rapportés grâce à l'ARNT. Il récupère les acides aminés, il les fixe une à une. Comment? En suivant la succession des codons. C'est quoi un codon? C'est la succession de 3 nucléotides qui me codent un codon qui me code pour un acide aminé. Le ribosome est responsable de la lecture de la succession des codons sur un ARNM. Il va transformer le message nucléaire représenté par une succession de nucléotides en un message protéique représenté par la succession d'acides aminés. Cette succession d'acides aminés va me constituer une jolie petite protéine. C'est ça l'expression génétique. Très bien. Donc c'est ça le flux génétique. Je vous en ai parlé bien sûr, parce qu'il est contenu dans votre cours. Voici la partie. Gène dans l'ADN transcrit en ARN pré-messager, blablabla. On a parlé de tout ça, d'accord? On saute tout ça, on en a parlé. L'ARNM dans le cytoplasme, ribosome, ARNT. Donc le résultat, on arrive directement au résultat. C'est quoi le résultat? Hormone non définitive. C'est un précurseur d'hormone beaucoup plus grande que l'hormone active. Elle va subir un phénomène de maturation et d'adressage pour devenir définitive et active. Est-ce que vous avez compris jusque-là? S'il vous plaît, on est en train de parler des hormones peptidiques. On a l'effet intracellulaire des hormones peptidiques. Est-ce qu'on est d'accord? Les hormones peptidiques passent dans leur synthèse par une expression génétique. Cette expression génétique passe par la transcription puis par la traduction. Est-ce que vous avez compris la transcription et la traduction? Donc maintenant j'ai une longue chaîne protéique. Cette longue chaîne protéique, elle va subir des modifications. Je les appelle les modifications post-traductionnelles. Pendant ces modifications post-traductionnelles, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une internalisation de la chaîne protéique à l'intérieur du réticulum endoplasmique granuleux, puis à l'intérieur de l'appareil de Golgi, où la protéine va subir des O-glycosylations, des N-glycosylations, des phosphorylations pour devenir une protéine mature. La protéine, elle va être retrouvée dans des vésicules d'exocytose. Au niveau de la vésicule d'exocytose, elle peut aussi subir l'effet de quelques enzymes, les fameuses maturases, pour que enfin la chaîne protéique, la pré-pro-hormone devienne pro-hormone, puis devienne hormone, puis est libérée dans la circulation. Donc je dois commencer par la transcription, CIDT ou la CID. Il faut commencer par la farine, lui ajouter de l'eau, puis de l'huile, d'accord? Dessus il y a sandwich, de la levure, d'accord? Donc ça c'est la matière première. Donc on doit commencer par des nucléotides, par l'ARN polymérase, d'accord? Pour avoir de l'ARNM, l'ARNM في الفور نخرجوا. Bon, je vais transformer cet ARNM en une chaîne peptidique. La chaîne peptidique, je vais lui faire subir une modification post-traductionnelle pour qu'enfin j'ai une hormone active, une hormone prête à consommer, une hormone prête à être envoyée. Est-ce que vous avez compris la synthèse des hormones peptidiques? C'est clair. Transcription, traduction, modification post-traductionnelle et libération. Très bien. Régulation de la sécrétion hormonale. Moyen d'ajustement. La régulation des hormones. Donc c'est quoi? C'est un moyen d'ajustement continu de la réponse de la réponse cellulaire aux hormones par rapport aux besoins cellulaires. Je reçois une hormone, oui, je modifie mon fonctionnement. Cette cellule, elle se fixe sur un récepteur. Cette hormone, elle se fixe sur un récepteur. Une fois fixée sur un récepteur, elle va modifier le fonctionnement de cette cellule.
Le fonctionnement de la cellule est modifié, mais je dois retrouver un état de repos. Je dois retrouver un état de repos et donc je dois pouvoir réguler le fonctionnement de cette hormone. La régulation se fait à plusieurs niveaux. Je peux réguler la synthèse. J'ai besoin de l'hormone. Je stimule la synthèse de l'hormone. Je stimule la synthèse de l'hormone. Je n'ai plus besoin. Je vais inhiber la synthèse de l'hormone. Je peux réguler son stockage. Je peux stocker une hormone, par exemple l'adrénaline, par exemple l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur. Je peux le stocker dans des vésicules, et ces vésicules sont contenues au repos. Et après, lorsqu'il y a une stimulation de la cellule va libérer en même temps toutes ces vésicules, ce qui me permet d'avoir une concentration élevée en même temps, élevée de mon hormone. Donc je peux contrôler leur stockage. Je peux contrôler le stockage d'une hormone. La sécrétion, je peux stimuler la sécrétion d'une hormone quand je n'ai besoin et je peux inhiber quand je n'en ai plus besoin. La sécrétion, c'est la libération dans le sang. Et le transport est un excellent moyen de régulation. Parce qu'une hormone, il faut savoir qu'une hormone n'est active que sous sa forme libre. Une hormone n'est active que sous sa forme libre. Donc il faut savoir que le transporteur qui est situé dans le sang, quand il veut transporter une hormone, il a plusieurs fonctions. D'abord, il peut transporter l'hormone. Elle est dans le sang, elle va être transportée, elle va être solubilisée par le transporteur. 2. Ce transporteur excellent va protéger l'hormone contre la destruction. 3. Le transporteur représente un réservoir. Il représente un réservoir des molécules. Je vous donne un exemple. Il y a des millions de voitures en Algérie. Il y a des centaines de milliers de voitures. Ne prenons pas par exemple l'Algérie parce que l'Algérie c'est un pays mort la nuit. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Supposons que je suis à New York. La ville qui ne dort jamais. D'accord ? Il y a tout le temps des voitures dans la rue. D'accord ? Certaines voitures sont garées dans les parkings et certaines voitures sont dans l'autoroute. Le nombre total de voitures à New York ne peut pas être introduit dans les parkings. Les parkings de New York ne suffisent pas pour contenir toutes les voitures de New York. Heureusement qu'il y a toujours des voitures qui sont sur la route, ils sont en mouvement. Donc la route, les autoroutes constituent un bon réservoir de voitures. Partout dans le monde. Si il se trouve que je me retrouve dans un lieu où je dois vider les autoroutes, je ne trouverai plus où mettre ces voitures. Il faut savoir que les autoroutes représentent un bon moyen de réserve des voitures. Les autoroutes participent au stockage des voitures, puisque les voitures sont toujours dans des autoroutes. Un monsieur en voiture, il garde la voiture, un autre monsieur qui est sorti, où il fait le zouch qui. D'accord? Donc il y a un relais de sorte à ce que les autoroutes contiennent toujours des voitures. C'est pour cela que les autoroutes participent à contenir ces voitures. Le transporteur, c'est la même chose. Il y a toujours du transporteur dans le sang et ce transporteur contient toujours des hormones. Donc c'est un moyen de stockage. On ne peut pas dire que c'est du stockage, donc on dit que le transporteur est un réservoir. Le transporteur est un réservoir d'hormones. Puisqu'il y a une partie d'hormones qui sont fixées sur leur récepteur, sur leur transporteur. Puisqu'il y a une partie des hormones qui est fixée à leur transporteur. Puisqu'il y a une partie d'hormones qui est fixée à des transporteurs. Très bien. La régulation, elle se fait au niveau des transporteurs. Donc, si je diminue la quantité de transporteurs, la quantité d'hormones totale peut changer. D'accord? Et je vais aussi changer la fraction libre et la fraction liée. Le principe, c'est un principe assez compliqué que je vais essayer de vous expliquer quand on parlera de la loi de masse, la loi de l'effet de masse. Très bien. L'essentiel, au niveau supérieur, il y a aussi une régulation. La principale régulation, c'est une régulation qui se fait par axe au niveau du système nerveux central.
Le système nerveux central est organisé en 3 niveaux. C'est la fameuse régulation par axe que vous avez vu dans le chapitre hormones anti-hypophysaires. Il y a un hypothalamus. L'hypothalamus, l'hypothalamus, l'hypothalamus fait partie du diencéphale. Il est contenu au niveau du centre du cerveau. Anatomiquement, c'est quelque chose de plat. Sur une vue de profil, il est plat. Très bien. En avant, il y a une antéhypophyse. Entre les deux, il y a le système porte anti-hypothalamo-hypophysaire qui est représenté par des vaisseaux contenus dans la tige pituitaire. Donc l'hypothalamus peut communiquer avec l'antéhypophyse. L'hypothalamus peut stimuler l'antéhypophyse. L'hypothalamus peut inhiber l'antéhypophyse. Très bien. L'hypothalamus va stimuler l'antéhypophyse. L'antéhypophyse va synthétiser des hormones. Donc j'ai des hormones. Des hormones, elles sont retrouvées au niveau de l'hypothalamus. Les hormones, elles sont retrouvées au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus va me synthétiser des hormones. Ces hormones hypothalamiques vont partir au niveau de l'antéhypophyse. L'antéhypophyse va synthétiser d'autres hormones. Ces autres hormones vont aller dans les cellules, des cellules périphériques, dans les glandes périphériques, comme la glande thyroïde, comme le foie, comme les surrénales, comme les glandes sexuelles et comme le sein. C'est des glandes périphériques. L'hypothalamus synthétise des hormones qui stimulent l'antéhypophyse. L'antéhypophyse synthétise des hormones qui vont stimuler les glandes périphériques. Donc il y a une stimulation. La stimulation, c'est quoi? C'est une régulation. Je suis en train d'augmenter la quantité d'hormones. Maintenant, si les hormones augmentent, si j'ai une quantité d'hormones périphériques qui augmente, si j'ai par exemple ici de la testostérone, si j'ai ici une quantité de testostérone qui augmente, excellent, elle va m'exercer un rétrocontrôle négatif où elle va inhiber les hormones anti-hypophysaires et inhiber l'hypothalamus. Donc il y a un rétrocontrôle. Le rétrocontrôle peut être un rétrocontrôle positif où l'hormone finale stimule les centres supérieurs qui sont en train de la synthétiser. Et je peux avoir un rétrocontrôle négatif. Un rétrocontrôle négatif où l'hormone terminale inhibe les centres qui sont en train de la stimuler. Donc cette régulation par axe, cette organisation par axe, elle me permet de réguler la synthèse, la libération, le stockage et l'effet hormonal selon la quantité hormonale disponible. L'hormone intervient dans sa propre régulation. Grâce à cette organisation par axe. L'hormone intervient dans sa régulation grâce à cette intervention par axe. J'ai plusieurs moyens de régulation. Je peux réguler l'effet hormonal en régulant la synthèse, en régulant le stockage, en régulant la libération, en régulant le transport. Et il y a aussi la régulation finale, la grosse régulation, qui est la régulation de l'axe lui-même, grâce au centre supérieur. Est-ce que vous avez compris la régulation? Elle vise à quoi la régulation? Elle vise à contrôler la quantité d'hormones libres prêtes à se fixer sur son récepteur. Elle vise à réguler la quantité d'hormones libres prêtes à se fixer sur son récepteur pour contrôler l'effet hormonal. Très bien. On avance. Ça va, on a bien avancé. Le système, on a parlé de cette grosse régulation. Cette grosse régulation permet au système nerveux central et au système endocrinien d'être reliés. Il y a une liaison entre le système nerveux central, et les hormones périphériques ou les glandes hormonales. Elles sont reliées grâce à l'hypothalamus. L'hypothalamus communique directement avec l'hypophyse par l'intermédiaire de la tige hypophysaire. S'il vous plaît, j'ai combien d'hypophyses? J'ai 2 organisations hypophysaires. J'ai l'antéhypophyse et la post-hypophyse. L'antéhypophyse, c'est une glande à part. Et il y a une communication entre l'antéhypophyse et l'hypothalamus, qui est une communication vasculaire grâce au système porte hypothalamo-hypophysaire. Hypothalamo-anti-hypophysaire. La post-hypophyse, c'est un prolongement de l'hypothalamus. C'est un prolongement nerveux. Excellent. Donc on vous dit que l'hypothalamus, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit que l'hypothalamus permet une communication entre le système nerveux
et le système hormonal. Pourquoi? Regardez pourquoi. Regardez pourquoi. Voici mon cerveau. J'ai un cerveau, d'accord? Ça c'est un lobe cérébral, ça c'est un autre lobe. D'accord? Ici j'ai l'hypothalamus et ici j'ai l'hypophyse. D'accord? Il faut savoir que cette hypothalamus, que cette hypophyse, l'hypophyse elle va sécréter des hormones. L'hypophyse va synthétiser des hormones qui vont aller vers les glandes périphériques. Ils vont aller dans la thyroïde, ils vont aller dans la cortico-surrénale. D'accord? Elle va synthétiser des hormones. Donc l'hypophyse, je suis dans l'appareil hormonal. D'accord? L'hypothalamus va stimuler l'hypophyse. L'hypothalamus peut stimuler ou inhiber l'hypophyse. Mais il faut savoir aussi que cet hypothalamus, il reçoit des messages nerveux. Il reçoit des neurotransmetteurs. Il reçoit des neurotransmetteurs à partir du cortex. Donc le cortex cérébral peut envoyer vers l'hypothalamus et l'hypothalamus peut envoyer vers l'hypophyse et l'hypophyse peut envoyer vers les glandes périphériques. Donc il y a une communication entre le système nerveux central et les glandes périphériques. Il y a une communication entre le système nerveux central et les glandes périphériques grâce à quoi? Grâce à l'hypothalamus. Grâce à l'hypothalamus et à l'antéhypophyse. Donc l'hypothalamus, c'est des cellules nerveuses. L'hypothalamus fait partie du système nerveux central. Les cellules qui constituent l'hypothalamus, ce sont des cellules nerveuses. Les cellules qui constituent l'hypothalamus sont des cellules nerveuses. Les cellules qui constituent l'hypothalamus sont des cellules nerveuses. Les cellules qui constituent l'hypothalamus sont des cellules nerveuses. Et ces cellules nerveuses ont la capacité de synthétiser des hormones. Ces cellules nerveuses ont la capacité de synthétiser des hormones. Donc, je les appelle cellules neuroendocrines. Ce sont des cellules neuroendocrines. Les cellules hypothalamiques sont des cellules nerveuses qui ont la capacité de synthétiser des hormones. Donc, je les appelle cellules neuroendocrines. Cellules nerveuses et endocrines en même temps, je les appelle cellules neuroendocrines. Neuroendocrines. Très bien. La fonction de la liaison de l'hypothalamus sont assurées par des cellules ayant à la fois des propriétés nerveuses et endocrines. Je les appelle cellules neuroendocrines. Les cellules hypothalamiques sont des cellules neuroendocrines. Très bien. Les cellules répondant à la stimulation de l'inhibition d'autres cellules du cerveau par une première sécrétion d'hormones peptidiques spécifiques dans la tige pituitaire. Hypophyse, deuxième sécrétion d'hormones dans la circulation, détection de la deuxième hormone, réponse, synthèse de la troisième hormone dont la circulation est adressée vers la cellule cible. J'ai une organisation en trois hormones. L'hypothalamus va synthétiser la première hormone. L'hypothalamus va synthétiser la première hormone, Et je veux dire que c'est l'hormone numéro 1. L'hypophyse va synthétiser une deuxième hormone. C'est l'hormone qui est située entre l'hypophyse et la glande périphérique. Et je vais l'appeler hormone numéro 2. La glande périphérique va synthétiser une hormone qui est destinée aux organes cibles. C'est la troisième hormone. Donc j'ai trois stades hormonaux. Le premier stade est la synthèse de l'hormone par l'hypothalamus. Le deuxième stade est l'hormone synthétisée par l'antéhypophyse. Le troisième stade est l'hormone synthétisée par la glande périphérique qui va aller vers la glande cible pour modifier son fonctionnement. Très bien. Continue. On continue. La désensibilisation. La désensibilisation s'exerce sur les récepteurs, soit par phosphorylation ou internalisation ou inactivation de l'effet membranaire. Ça, c'est très important. La désensibilisation représente aussi un moyen de régulation. Le récepteur hormonal peut être désensibilisé. Il ne répond plus à cette hormone. Il perd son effet. La désensibilisation
et la perte de l'effet hormonal par inhibition du récepteur. Très bien. Le récepteur hadaya, il est sur la membrane, par exemple. J'ai un récepteur membranaire et ce récepteur membranaire, il est là, d'accord? Il reçoit une hormone qui va s'y fixer. L'hormone va se fixer sur son récepteur, il va réaliser sa fonction intracellulaire. Je peux prendre ce récepteur et je vais le désensibiliser. Soit en changeant sa structure, je vais le phosphoryler. Et en étant phosphorylé, il ne devient plus capable de réaliser la transduction. Donc c'est une désensibilisation. Je suis en train de perdre l'effet du récepteur par sa phosphorylation. Je peux aussi l'internaliser, c'est-à-dire que je vais réaliser une endocytose. Je vais réaliser une endocytose pour avoir des vésicules, intracellulaires qui vont contenir mon récepteur. Le récepteur ne sera plus exprimé à la membrane. La membrane sera vide. Elle ne contiendra plus de récepteur. L'hormone, quand elle viendra, elle ne pourra pas se fixer. Elle deviendra toute triste. Elle ne pourra pas se fixer. Pas de récepteur, pas de fixation, pas de réponse cellulaire. Je peux désensibiliser mon récepteur, soit en le phosphorylant, soit en l'internalisant, et aussi on peut inactiver son effet. C'est ce qu'on va voir quand on verra la protéine G. Une petite idée sur la protéine G. Il y a plusieurs types de protéines G. Il y a la protéine GS, il y a la protéine GQ, il y a la protéine GI, la protéine GI. La protéine GI a un effet inhibiteur. Donc je peux, en recevant le message inhibiteur, elle peut inhiber le fonctionnement intracellulaire. On va voir cela plus tard. Donc je peux inhiber le fonctionnement de mon récepteur. De quoi on est en train de parler? Vous êtes perdu. On est en train de parler de la régulation de mes effets hormonaux. La régulation de mes effets hormonaux, on avait introduit cela comme étant la capacité de contrôler l'effet hormonal. L'effet hormonal, il est bien. Je dois l'avoir, mais je dois aussi le contrôler. Je dois pouvoir le contrôler. Maintenant, comment je peux contrôler l'effet hormonal? On avait dit que je pouvais contrôler l'effet hormonal soit par au niveau de la sécrétion, au niveau de la synthèse hormonale, au niveau du stockage hormonal, au niveau de la sécrétion hormonale, au niveau du transport hormonal, d'accord? Et au niveau du récepteur. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier ce récepteur pour le désensibiliser. Soit en le phosphorylant, soit en internalisant, soit en activant son effet. Phosphorylation, internalisation et modification de l'effet. Et on avait parlé de la grande régulation, de la majeure régulation, qui est la régulation neuro-endocrine. La régulation neuro-endocrine qui dépend du système hypothalamo-hypophysaire. Très bien. On continue. Oui. La notion de transporteur. Les hormones sont libérées dans la circulation pour atteindre la cellule cible qui est éloignée de la cellule émettrice. Tout ça, on le sait. Se trouve sous deux formes selon la nature chimique. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler des hormones. Très bien. L'hormone peut se trouver sous forme libre ou sous forme liée. Les hormones solubles dans la circulation, hydrophiles, cas des hormones protéiques, ou la forme liée, ce sont des hormones insolubles, hydrophobes, véhiculées grâce au transporteur. Donc, dans la circulation, je peux avoir deux formes des hormones. Soit une hormone libre, soit une hormone fixée à un transporteur, ou liée à un transporteur. Très bien. Les transporteurs possèdent trois caractéristiques. Leur nature protéique. Le transporteur est toujours protéique. Pour avoir des acides aminés, pour avoir des chaînes latérales, pour avoir des fonctions solubles, pour qu'il puisse solubiliser la protéine à transporter. Une concentration variable, très importante. La concentration du transporteur est variable. Non seulement la concentration du transporteur est variable, mais je peux aussi la réguler. Je peux augmenter la concentration du transporteur dans le sang, comme je peux diminuer la concentration du transporteur dans le sang. Je peux contrôler la quantité du transporteur. Très bien. Donc, nature protéique, concentration variable, et sa taille, c'est une taille moyenne et de faible poids moléculaire.
Pourquoi? Pour pouvoir circuler dans n'importe quel type de vaisseau. Vous savez très bien que les vaisseaux ont des diamètres différents. D'accord? J'ai des vaisseaux de gros diamètre, j'ai des vaisseaux de moyen diamètre, de moyen calibre, et j'ai des vaisseaux de petit calibre. Le truc, le transporteur, il doit m'emmener l'hormone vers un tissu cible. Donc il doit pouvoir être transporté dans les différents tissus. Donc il doit pouvoir être transporté dans les différents types de vaisseaux. Très bien. Donc il doit pouvoir aller dans tous les types de vaisseaux pour pouvoir arriver au tissu. Qui hack les tissus, il va libérer l'hormone pour que l'hormone devienne libre. Quand elle devient libre, elle pourra se fixer sur son récepteur. Très bien. Il existe deux types de transporteurs. Il existe des transporteurs spécifiques et non spécifiques. On va commencer par les transporteurs non spécifiques ou peu spécifiques. Il nous dit ici qu'il y a deux types de transporteurs. On a parlé des molécules de signalisation, on a parlé des hormones, et maintenant on est en train de parler des différents transporteurs de ces hormones. Ces transporteurs, ils existent sous deux types. Il existe des transporteurs spécifiques et des transporteurs non spécifiques. Nous allons commencer par les transporteurs non spécifiques. Non spécifiques, je peux les appeler peu spécifiques. Très bien. Ils assurent le transport d'une grande variété de molécules, possèdent un grand nombre de sites de liaison qui sont de faible affinité. La fixation et le transport est réversible. Liaison faible non covalente. Exemple, c'est l'exemple de l'albumine. Très bien. On nous dit ici qu'il y a deux types de transporteurs. Des transporteurs spécifiques et des transporteurs non spécifiques. Les transporteurs non spécifiques peuvent transporter un grand nombre de molécules. Alors que le transporteur spécifique ne peut transporter qu'un seul type ou que plusieurs types très rapprochés d'hormones. S'il vous plaît, supposons que vous êtes un étudiant, un simple étudiant. Vous n'êtes pas riche. Vous n'avez pas de voiture. Vous pouvez en avoir, mais supposons que vous n'ayez pas de voiture. Vous allez utiliser quel moyen de transport? Bus. On va utiliser le bus. Le bus qui était un moyen de transport en commun. Le bus c'était à l'Etusa. Le bus de l'Etusa est un bus non spécifique, qui est bleu, qui est gros, qui n'est pas climatisé, et qui peut transporter toutes les tranches de la société. La gaïs, les enfants, les bébés, les hommes, les femmes, les travailleurs, les chômeurs. Il peut transporter tout le monde. C'est un transporteur non spécifique. Alors que le COUS, qui est orange ou le vert, d'accord, c'est normalement un transporteur spécifique. D'accord? C'est un transporteur spécifique qui n'est censé transporter que les étudiants. Donc normalement, pour monter à le COUS, on doit montrer sa carte d'étudiant pour montrer qu'on est un étudiant, pour monter dans le bus et être transporté par le COUS. Donc l'étudiant lui-même, il peut utiliser deux transporteurs. Un transporteur spécifique, d'accord, qui est le COUS, qui ne transporte que les étudiants. Et un transporteur non spécifique qui est l'ETUSA, qui transporte toutes les tranches de la société. Donc, comme j'ai deux types de bus, des bus spécifiques et des bus non spécifiques, j'ai aussi des transporteurs qui ont des hormones, un glucose, un spa, d'accord, elles prennent le petit déjeuner, d'accord, même les hormones possèdent une vie, généralement. Donc l'hormone, elle se réveille le matin, elle est sécrétée, elle va prendre le pouce, ou elle va prendre le bus. Elle peut prendre le plus gros bus de l'organisme, c'est l'albumine. L'albumine, c'est une grosse protéine chargée négativement qui possède plusieurs sites de fixation. Il peut transporter des acides gras, il peut transporter des hormones, d'accord, comme l'ETUSA. Donc je peux avoir des transporteurs non spécifiques et dans cette situation, les hormones sont transportées avec d'autres molécules. Une hormone peut être transportée avec un acide gras, avec une autre protéine, avec un acide rétinoïque, d'accord. L'hormone peut aussi être transporté par une molécule qui est spécifique, par un transporteur spécifique, comme le COUS est spécifique à
aux étudiants. Très bien. Donc j'ai des transporteurs non spécifiques et j'ai des transporteurs spécifiques. Très bien. Ici, on nous montre une petite image de l'albumine. D'accord? Elle est où l'image? Voilà. C'est petit. Ah, qui fait derrière l'albumine. D'accord? L'albumine en forme de cœur. C'est ça l'albumine. Grosse protéine à transport. Très bien. Très bien. C'est un transporteur non spécifique. Et j'ai aussi des transporteurs spécifiques qui possèdent un nombre, un petit de liaisons, de sites de liaison de forte affinité, reconnaissent et lient une seule hormone ou un groupe d'hormones apparentées, c'est-à-dire des hormones qui se ressemblent dans leur structure, comme les glucocorticoïdes peuvent être transportés par les transporteurs des androgènes sexuels, etc. On peut avoir un transporteur qui est spécifique, mais qui peut transporter deux molécules qui se ressemblent. Possède le même motif structural. C'est comme si le COUS, il peut transporter les étudiants, mais il transporte aussi les maîtres assistants. D'accord? Ça ressemble à un étudiant. C'est un peu plus vieux. Mais ça ressemble. Donc un étudiant en médecine et un maître assistant, ça peut se ressembler. Donc les deux peuvent circuler dans le COUS. Quelle est la différence entre le transporteur spécifique et le transporteur non spécifique? Le transporteur non spécifique, c'est un transporteur qui possède beaucoup de sites de liaison. Mais ces sites de liaison sont de faible affinité. Maintenant, la liaison, elle est faible. Le transporteur spécifique, il possède un petit nombre de récepteurs, mais ces récepteurs sont des récepteurs de forte affinité. Qui fixe bien la molécule à transporter pour assurer son arrivée au tissu cible. Est-ce que c'est clair? Oui. On reprend. Donc, ils reconnaissent et lient une seule hormone ou un groupe d'hormones. J'ai deux types de transporteurs, un transport spécifique et un transporteur non spécifique. Le transporteur non spécifique est présent en quantité très importante, il possède beaucoup de récepteurs, mais ces récepteurs sont des récepteurs de faible affinité. Alors que le transporteur spécifique, il est présent en petite quantité, il possède peu de récepteurs, mais c'est des récepteurs à forte affinité. Excellent, on continue. Vous allez essayer de me suivre, s'il vous plaît. La relation entre l'hormone et le transporteur. Vous l'avez abordé cette année, Yaktanit. Très bien. La relation qui existe entre l'hormone et son transporteur, je peux la montrer par l'équation suivante. Concentration de l'hormone plus la concentration du transporteur. Attention, P veut dire peptide, veut dire transporteur. P veut dire peptide, veut dire transporteur. D'accord? Très bien. Donc, hormone plus peptide vont se transformer en complexe hormone transporteur. Vous savez très bien que cette réaction est une réaction réversible. L'hormone peut se fixer sur son transporteur pour me donner un complexe hormone transporteur. Et ce complexe hormone transporteur, il peut se dissocier pour me redonner du transporteur libre et de l'hormone libre. Il peut me donner un transporteur libre et une hormone libre. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai une hormone et j'ai son transporteur. L'hormone et son transporteur peuvent se lier l'un à l'autre pour former un complexe hormone transporteur. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le potentiel ou le facteur qui favorise la formation du complexe, je l'appelle facteur d'association. Le Ka. A veut dire association. Le facteur qui favorise la dissociation, je l'appelle KD, D from dissociation. D'accord? Dissociation, facteur de dissociation. Donc tout ce qui favorise l'association, je l'appelle facteur d'association. Tout ce qui favorise la dissociation, je l'appelle facteur de disassociation, ou la diassociation, KD. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? H plus P me donne HP. Tout ce qui favorise le premier sens, je l'appelle KA. Tout ce qui favorise le sens contraire, je l'appelle KD. KD, mais chez KD. KD. Très bien. KD est égal à quoi? KD
égale le potentiel, le facteur de dissociation, le facteur de dissociation, je l'appelle KD, il est égal à quoi? Il est égal à la concentration de l'hormone libre fois la concentration du transporteur libre sur la concentration du complexe hormone récepteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le KD, il est égal à ça. KD, il est égal à concentration de l'hormone fois concentration du transporteur sur la concentration du complexe hormone transporteur. Sur la concentration de l'hormone, du complexe hormone transporteur. S'il vous plaît, vous vous souvenez un peu des maths et de la physique et de la chimie en première année? Tout ce qui favorise, tout ce qui augmente quelque chose, c'est un facteur favorisant. Je dois le mettre dans les numérateurs. Je dois le mettre Je dois le mettre dans les numérateurs. Je dois le mettre dans les numérateurs. Est-ce qu'on est d'accord? Et tout ce qui défavorise quelque chose, je dois le mettre dans le dénumérateur. Je dois le mettre fil maqam. J'ai le facteur KD. Je suis en train d'étudier le facteur KD. Je suis en train d'étudier le facteur de dissociation. Je suis en train d'étudier le facteur de dissociation. Le facteur de dissociation, quand je dis qu'il y a beaucoup de dissociation, quand je dis qu'il y a beaucoup de dissociation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai beaucoup d'hormones libres et beaucoup de transporteurs libres. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je suis en train d'émettre une théorie. La théorie TI, voici ce qu'elle dit. Elle dit que le KD est important quand la dissociation est importante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma théorie? Je suis en train d'étudier la dissociation. Et je dis que le facteur de dissociation, je l'appelle KD. Et je suis en train de dire que j'ai appelé ce facteur de dissociation parce que quand il augmente, la dissociation augmente. Quand le KD augmente, la dissociation augmente. Quand le KD augmente, la dissociation augmente. Je vous pose une question. Quand la quantité d'hormones libres augmente, est-ce que la dissociation est en train d'augmenter ou de diminuer? Très bien. Quand j'ai une quantité libre d'hormones, libres très importante, c'est-à-dire que cette hormone n'est pas liée à son transporteur, c'est-à-dire que la dissociation est en train d'être favorisée. Donc, l'hormone libre, plus l'hormone libre augmente, plus le KD augmente. Plus l'hormone libre augmente, plus le KD augmente. Je ne suis pas en train d'essayer d'expliquer ce qui va se passer. Je suis en train de réaliser de l'expérimentation. J'ai pris une hormone avec son transporteur et puis je suis en train de mesurer. Quand je mesure une quantité importante d'hormones libres, c'est-à-dire que la dissociation est importante. Donc la quantité d'hormones libres, plus elle augmente, plus ça veut dire que le complexe n'est pas réalisé ou que le complexe est en train d'être dissocié. Donc la question que je vous pose, est-ce que je dois mettre l'hormone libre dans l'énumérateur ou dans le dénumérateur? Je dois la mettre dans l'énumérateur, puisque plus la quantité d'hormones libres augmente, ça veut dire que la dissociation est en train d'augmenter. Donc je la mets dans l'énumérateur. La quantité de transporteurs libres, c'est la même chose. Plus la dissociation augmente, plus la quantité de transporteurs libres est en train d'augmenter. Donc je prends le H et le P, je mets les deux dans l'énumérateur. Je mets le H et le P dans l'énumérateur pour augmenter le KD. Plus la quantité d'hormones libres augmente, plus la dissociation est en train d'être réalisée. Plus la quantité de transporteurs libres augmente, plus la dissociation est en train d'être réalisée. Donc plus ces deux éléments augmentent, plus le KD augmente. Par contre,
le complexe hormone récepteur. Quand j'ai une quantité importante de complexes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'associer, et plus il y a une association, cela veut dire qu'il y a une affinité importante du transporteur à son hormone, qu'ils sont en train de se fixer l'un à l'autre. Donc la dissociation est en train de diminuer. Donc je prends le KD et je dois le diminuer. Comment je peux diminuer le KD? En mettant ce chiffre dans le dénumérateur. C'est pour cela que pour étudier le KD, pour savoir quel est le taux de dissociation, quelle est la quantité de dissociation, quelle est l'importance de la dissociation, je dois mettre ce qui est libre dans l'énumérateur et ce qui est associé dans le dénumérateur. Je dois mettre ce qui est libre dans l'énumérateur et ce qui est élevé dans le dénumérateur. Je vais observer. Si j'observe une quantité libre importante, ça veut dire que la dissociation est en train d'être importante. Si je retrouve un complexe qui est important, c'est-à-dire que c'est l'association qui est importante. Donc, en étudiant le KD, je suis tellement intelligent, pas moi, les scientifiques. Ils sont tellement intelligents qu'ils ont pu trouver une équation qui me permet d'étudier la dissociation. Quand le KD augmente, ça veut dire que la dissociation est en train d'augmenter. Comment j'ai pu avoir un chiffre ou un nombre qui me reflète la dissociation? C'est en mettant ce qui est libre dans l'énumérateur du chiffre pour faire augmenter mon chiffre et de mettre ce qui est lié dans le dénumérateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette équation? Très bien. Le KD est un moyen de mesure de l'affinité du transporteur pour son hormone. C'est un moyen d'étudier l'affinité. Plus le KD est important, plus l'affinité est faible. Plus le KD est important, plus l'affinité est faible. Parce que quand l'affinité est faible, l'hormone se dissocie de son transporteur et j'aurai une quantité d'hormones libres et une quantité de transporteurs libres qui est importante. Est-ce que vous êtes d'accord? Le KD maintenant, il représente quoi? C'est la théorie. J'ai essayé de vous faire expliquer théoriquement ce qui est le complexe de dissociation. Mais en pratique, c'est quoi le KD? Le KD en pratique est une constante de dissociation et c'est la concentration de l'hormone pour laquelle la moitié des sites de liaison des transporteurs sont occupés. Le KD est la concentration de l'hormone pour laquelle la moitié des transporteurs sont fixés sur l'hormone. Allez, comment je peux prouver cela? On ne va pas entrer dans les détails. Vous êtes d'accord avec cette équation? Pour étudier le KD, je peux étudier le KD. Je fais la concentration d'hormones libres fois la concentration du transporteur libre sur la concentration du complexe. Vous êtes d'accord? Le KD, c'est quoi? C'est des moutons. Ou l'étudiant, ou le milieu. Comment je peux savoir il y a combien de KD? Je dois avoir quelque chose. Je dois avoir un moyen de mesure. Puisque tout le monde vous êtes d'accord avec cette équation. Si je prends cette équation et que je remplace le KD je dois remplacer le KD pour quelque chose que je peux mesurer. Je dois remplacer le KD par quelque chose que je peux mesurer. Alors dans le milieu, je peux mesurer la concentration du complexe, je peux mesurer plusieurs choses. Parmi les choses que je peux mesurer dans le milieu, c'est la concentration de l'hormone libre. Ça fait qu'est-ce que je vais faire à mon équation? Je vais prendre mon équation et remplacer le KD par quelque chose. Je vais remplacer le KD par la concentration de l'hormone libre. Je vais remplacer le KD par la concentration de l'hormone libre. Si je remplace le KD par la concentration d'hormone libre, j'aurai H est égal à H fois P sur HP. H est égal à H. La même, oui, bien sûr, c'est la concentration d'hormones libres. H est égal à H fois P sur HP. Ça ou là.
c'est H sur 1. Je suis à math. Donc je peux faire partir ça avec ça. Ça ou là. Donc j'aurai, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai 1. Hadia, elle va me donner ça. Elle va me donner 1 est égal à P sur HP. Sur HP. 1 est égal à P sur HP. Et 1 est égal à P sur HP. Je peux ramener HP ici. Et j'aurai P est égal à HP. J'aurai P est égal à HP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la concentration de transporteur libre est égale à la concentration du transporteur fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moitié des transporteurs sont occupés par des hormones. Le résultat final est celui-là. Le résultat final est P est égal à HP, c'est-à-dire que la quantité de transporteurs libres est égale à la quantité de transporteurs fixés à l'hormone. Donc, je peux dire que la moitié des transporteurs, c'est fixé à des hormones. Et on peut se tomber sur notre définition qui est égale à la concentration de l'hormone pour laquelle la moitié des sites de liaison des transporteurs sont occupés. Puisqu'on a une quantité égale, j'ai une quantité égale de transporteurs libres et de transporteurs occupés. J'ai 20 voitures, j'ai 20 bicyclettes, j'ai combien de bicyclettes? 20. J'ai 10 étudiants. Chaque étudiant va prendre une bicyclette. J'aurai combien de bicyclettes? Je peux me dire s'il vous plaît, c'est un 10. Les enchères, s'il vous plaît. J'ai 20 bicyclettes et j'ai 10 étudiants. Chaque étudiant va prendre une bicyclette. Je vais avoir 10 étudiants sur 10 bicyclettes et 10 bicyclettes libres. Est-ce que vous êtes d'accord? Le nombre de bicyclettes occupées, il est égal à quoi par rapport au nombre de bicyclettes totales? La moitié, 0,5, la moitié. Très bien, c'est la même chose. Est-ce que vous avez compris pourquoi on appelle KD? Le KD, il est égal à la concentration de l'hormone pour laquelle la moitié des récepteurs est fixe. Maintenant, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi ou là? Très bien, on avance. Ka maintenant, oui. Le complexe d'association maintenant, c'est quoi? C'est la constante d'association maintenant, liaison entre hormones et transporteurs. Ça va être l'inverse. Il va me favoriser l'association. Je suis en train d'étudier l'affinité de mon transporteur. Donc c'est 1 sur KD. 1 sur la dissociation. Très bien. Plus le Ka est élevé, plus l'affinité du transporteur est élevée pour l'hormone. Le K1, vous le connaissez, c'est la fameuse constante de Michaelis-Menten. C'est la constante de Michaelis, c'est la concentration du substrat pour laquelle on avait est égale à 1,5 V1. Vous l'avez étudié en première année, ce n'est pas l'objet du cours, on ne va pas l'aborder. Celui qui veut voir ou qui veut revoir la constante de Michaelis-Menten, qui est un enregistrement du cours sur l'enzymologie. En tous les cas, on ne va pas la rencontrer sur le cours, donc ce n'est pas la peine de la détailler. Ça vous la mise, donc je dois. Vous me suivez s'il vous plaît. On va parler de l'effet de masse. On vous dit, c'est l'hormone libre qui agit au niveau du récepteur de manière à maintenir le KD. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez s'il vous plaît. Tout ça c'est des transporteurs. Je suis dans le sang. D'accord? Et tout ça c'est des transporteurs. Ces transporteurs fixent des hormones, et il y a des transporteurs libres. Et il y a aussi des hormones libres. C'est l'hormone libre qui agit sur le récepteur cellulaire. Donc l'hormone, si elle est fixée sur le transporteur, elle doit être libérée pour ensuite se fixer. Alors qu'on a de sorte à maintenir le KD. Le KD doit toujours être maintenu.
il ne doit pas être nul. Je libère constamment des hormones de leur transporteur pour avoir une quantité d'hormones libres et une quantité de transporteurs libres, plus ceux qui sont fixés, de sorte à maintenir le KD. Le KD ne devient pas nul. Le KD ne devient jamais nul puisque ce énumérateur ne devient jamais nul. J'ai toujours de l'hormone libre et j'ai toujours du récepteur ou du transporteur libre. Pourquoi j'ai toujours de l'hormone libre? Parce que je dois libérer l'hormone. Parce que c'est l'hormone libre, parce que c'est l'hormone libre qui réalise la fonction. Parce que c'est l'hormone libre qui réalise la fonction. Et puisque c'est l'hormone libre qui réalise la fonction, je dois d'abord libérer l'hormone. Je dois d'abord libérer l'hormone du transporteur pour qu'elle se fixe sur son récepteur. Et c'est pour cela que c'est la quantité d'hormones libres qui va être fonctionnelle. Cette libération obligatoire va me maintenir le KD. Le KD ne devient jamais nul. Le KD ne devient jamais nul. Très bien. Le complexe hormone transporteur assure deux fonctions. Réservoir d'hormones libres, comme l'autoroute l'est pour les voitures, et il protège l'hormone contre l'inactivation hépatique et l'excrétion rénale. Donc j'ai une hormone qui est fixée sur un transporteur. Le transporteur, il est gros comme ça. Il est gros. Et il fixe cette hormone. Une fois arrivé au niveau des cellules hépatiques, d'accord, il ne la laisse pas entrer. Et il ne la laisse pas être désactivée. Il protège l'hormone contre l'inactivation hépatique et contre l'élimination rénale. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Là, je n'ai pas dit qu'il est maintenu à 1. J'ai dit qu'il ne devient pas nul. D'accord? Personne n'a dit qu'il sera un jour maintenu à 1. D'accord? Personne n'a dit qu'il est maintenu à 1. La notion, la quantité de KD est égale à 1, elle n'a pas d'importance. D'accord? Elle n'a pas d'importance physiologique. Je dis il est maintenu, mais il ne devient pas nul. Très bien. On continue s'il vous plaît. Saturation des transporteurs. Pas de régulation. On ne pourra plus diminuer la quantité d'hormones libres. C'est pour cela que dans les conditions physiologiques, les sites ne doivent jamais être saturés. On nous dit ici, on va parler de l'importance de pourquoi maintenir le KD. On nous dit que les sites ne doivent jamais être saturés. Je dois toujours dans un vaisseau sanguin avoir des transporteurs libres et des transporteurs qui ont fixé l'hormone. Je dois avoir une quantité d'hormones fixées, d'accord, une quantité d'hormones libres et des transporteurs libres. Je dois avoir les trois. Dans tout milieu sanguin, je dois avoir les trois parties. Je dois avoir un transporteur fixé sur une hormone, je dois avoir un transporteur libre et une hormone libre. Pourquoi? Pour pouvoir réguler. Si par exemple, je veux diminuer l'effet de cette hormone, je dois inhiber son effet en augmentant la quantité de transporteur. Quand la quantité de transporteur augmente, la quantité de fraction fixée sur le récepteur ou sur le transporteur va augmenter. Quand j'augmente le récepteur, quand j'augmente le transporteur, j'ai beaucoup plus de transporteurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la probabilité pour que les hormones libres rencontrent les transporteurs. Donc je vais augmenter la quantité de complexes. Quand j'augmente la quantité de complexes, je diminue la quantité d'hormones libres. Quand je diminue la quantité d'hormones libres, je suis en train de diminuer la formule active. Donc je suis en train de réguler mon action hormonale. Et c'est pour cela que la régulation du transporteur intervient dans la régulation de l'action hormonale. Si je veux augmenter la fraction libre, je diminue le transporteur. Si je veux augmenter la fraction libre, je diminue le transporteur. Et si je veux diminuer la fraction libre, j'augmente le transporteur. Supposons que je veux augmenter l'action d'une hormone. S'il vous plaît, suivez-moi. Si je veux augmenter l'action d'une hormone, qu'est-ce que je vais faire?
je vais dire au transporteur, ou les hormones, laissez les hormones travailler, ne les fixez pas. Donc je retiens les transporteurs. Par contre, si je veux diminuer l'effet hormonal, j'augmente la quantité de transporteurs. Je libère beaucoup de transporteurs pour que ces transporteurs fixent les hormones et ne les laissent pas travailler. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Donc plus je crée des transporteurs, plus ces transporteurs vont fixer des hormones, plus je vais diminuer la quantité d'hormones libres et plus je vais diminuer la fraction active. C'est ça l'effet de masse. C'est ça l'effet de masse. L'effet de masse est un phénomène physique. Phénomène physique et chimique de régulation. La loi d'action de masse. La loi d'action de masse, c'est quoi? Je trouve la théorie. La vitesse d'une réaction est proportionnelle aux concentrations de chacune des substances réactantes. Allez bien, la concentration est un facteur déterminant de la réaction chimique. Supposons que j'ai deux molécules, la molécule A et la molécule B. D'accord? La molécule A et la molécule B. Plus A est abondant, plus il a de chances, plus il y a une probabilité importante de rencontrer B. Et plus B est abondant, plus il a de chances de rencontrer A. D'accord? Donc je prends deux molécules. S'il vous plaît. أنا حاب نلاقي des étudiants de deuxième année مع des étudiants de cinquième année à l'hôpital Mustafa. Il y a deux entrées في Mustafa. Il y a plusieurs entrées, il y a deux principales entrées. Il y a une entrée du CPMC ou il y a une entrée à Messonnier. On est d'accord? Il y a une entrée à Messonnier ou il y a une entrée à CPMC. Si je mets 5 étudiants en cinquième année et 5 étudiants en deuxième année, 5 étudiants en deuxième année, la première porte, la porte du CPMC, et 5 étudiants en cinquième année, la porte de Messonnier. On peut leur dire l'hôpital Mustafa. Est-ce qu'il y a une forte chance de rencontre ou une faible forte rencontre? Dans Mustafa, il y a les services, il y a les amphis, d'accord? Il y a les malades, les patients. Donc il y a une faible proportion. Il y a une faible chance pour que ces étudiants en cinquième année rencontrent ces étudiants en deuxième année. Par contre, si je mets à l'entrée du CPMC 200 étudiants en deuxième année, ou la porte de Messonnier 200 étudiants en cinquième année. Oui, un groupe de la porte de CPMC et un groupe de la porte de Messonnier. Est-ce qu'il y a une forte chance pour qu'ils se rencontrent? Une faible chance. Il y a une forte chance. Plus j'augmente la quantité d'une molécule, plus elle a de chances de rencontrer l'autre molécule. C'est ça la loi d'action des masses. Et c'est pour cela que quand on reflétait maintenant la loi d'action des masses sur notre cours, quand j'augmente la quantité de transporteurs, plus il y a une quantité importante de transporteurs, plus il a de chances de rencontrer l'hormone libre. Plus il a une chance de rencontrer l'hormone libre, plus il y a une chance de fixation. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, vous dites que la quantité de transporteurs, il va y avoir une augmentation des complexes. Oui, ça c'est la notion quantitative. Tout à l'heure, je parlais plutôt de l'affinité. Donc, la loi d'action des masses, qu'est-ce qu'elle me dit? Plus la concentration du transporteur est élevée, plus le transporteur a une chance plus importante de rencontrer l'hormone, et plus la quantité de complexe sera plus élevée, et moins j'aurai de forme libre, et donc la quantité d'hormones actives va être moindre. La loi d'action des masses va me permettre de réguler mon action ou ma réaction hormonale. Quand je veux diminuer la quantité d'hormones libres, j'augmente la quantité de transporteurs. L'augmentation de la quantité de transporteurs va fixer beaucoup plus d'hormones. L'augmentation de la fixation des hormones va diminuer la fraction libre et diminuer l'action hormonale. Une augmentation pathologique, une augmentation pathologique de la quantité de transporteurs induira une augmentation des complexes. Et elle va me réduire la quantité d'hormones actives et j'aurai une diminution de l'effet hormonal. Une réduction de la quantité d'hormones libres s'en suivra et donc une diminution de l'effet de l'hormone.
car c'est l'hormone libre qui agit au niveau du récepteur. L'augmentation pathologique du nombre de transporteurs n'est pas bonne, elle va emprisonner les hormones et les empêcher de réaliser leurs fonctions. Elle va empêcher les hormones de réaliser leurs fonctions. A l'inverse, la diminution pathologique des transporteurs va augmenter la fraction libre et l'augmentation de la fraction libre va augmenter l'effet hormonal. Elle va augmenter l'effet hormonal. La notion du récepteur. On va parler des récepteurs et je vous libère.